Nous avons le plaisir d'accueillir Dr Cyrine Zid. T'es pas habitué encore, Non, hein? Voilà. vraiment pas. Obtenu un doctorat à l'École polytechnique en génie logiciel avec mes amis Foots Antonio, et Antonio. Giulio Antonio, C'est ça. Juliane, ouais, c'est Ouais, voilà, ça. c'est ça. Où elle a fait une étude empirique sur l'utilisation de différentes constructions des langages de programmation et leur impact sur l'apprentissage et aussi la qualité du logiciel. Donc maintenant, elle fait un postdoc avec Julio, Antoniol et Toute c'est l'équipe. ça, toute l'équipe des Foods. Et elle va nous parler de ses travaux de recherche doctorat. Et désolé Ah, c'est correct, ah, c'est pour le correct. retard. Non. Voilà. Vous pouvez lui poser des questions Oui, au fur et à oui. mesure. Pour que ça soit plus simple pour tout le monde et plus pour moi, là, vous pouvez me poser n'importe quelle question à tout moment. Donc, feel free. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais présenter une étude sur la compréhensibilité des fonctionnelles en Python. Comment on fait pour bouger ici? Voilà. Donc, commence une introduction. Tout le monde connaît Python aussi, normalement. Donc, mais bon, donc c'est un langage de programmation interprétée qui permet aux développeurs d'avoir une idée plus abstraite de codage. Donc, ici, nous, on va plus se concentrer sur les deux paradigmes de Python, qui sont procédural et fonctionnel. Donc, procédural, normalement, c'est une liste d'instructions qu'on va exécuter. Donc, que ce soit boucle, séquence d'instructions, instruction conditionnelle, et après, fonctionnel, qui nous intéresse le plus et que j'ai fait pendant 4 ans pendant mon doctorat, c'est les constructions fonctionnelles. Est-ce que ils sont plus simples à comprendre, moins simples à comprendre? Comment le développeur voit ça? Donc, on va plus s'intéresser dans ces aspects-là, dans ce séminaire. Donc, un exemple de comme programmation procédurale, programmation fonctionnelle. Ici, juste pour montrer que ces deux fonctions retournent la même chose, qui est la somme des carrés, mais c'est juste qu'on peut voir que pour procédural, c'est plus d'instructions, vu que ici, on utilise for et une définition de fonction. Et de l'autre côté, on va utiliser lambda, qui est une définition de fonction aussi, mais plus anonyme. Donc, on aura plus une clarté de code et un code plus minime en termes de ligne de code. C'est bon? Bon. Oh, Le partage d'écran, ça change pas les slides. ah, Attends, je vais juste essayer. Je m'excuse énormément. ah, Désolée pour le. Je vais juste essayer de partager. Je m'excuse tout le monde. Euh, Peut-être si je partage. Ok, essayez comme ça. attendez. euh, Ok. je vais juste essayer de. Est-ce que ça change? Oui, parfait, Parfait. parfait, désolée. Bon, non, c'est pas grave. Donc, ici, dans ce séminaire, on va plus présenter deux expériences qui ont comme des études empiriques déjà, sont deux expériences différentes, mais qui sont basées sur des papiers qui ont été déjà publiés. Donc, on y arrive. Là, je suis trop. Bon, les études empiriques, ma passion que j'aime tant et que je partage avec Julie aussi. Donc, que monsieur ici n'aime pas si fort. Ah, ok. Donc, les études empiriques, en général, ça nous aide à avoir plus de données, à confirmer des hypothèses et des observations. Donc, on a trois types. Ça peut être une enquête, ça peut être une étude de cas ou une expérience contrôlée. Ici, je vais vous présenter deux types. Le premier, ça va être un mélange entre enquête et expérience contrôlée. Et une deuxième expérience, c'est plus une étude de cas vraiment de laboratoire. On a juste roulé des projets. Comme ça, vous voyez plus la différence. Ici, je veux juste me baser sur, pas forcément sur les résultats, mais c'est vraiment tout ce qui est avantage, inconvénient de rouler une expérience. Ça va plus être ça le but de ceci. Bon, les deux questions de recherche et les deux papiers qu'on va présenter ici. La première, c'est comment la présence de constructions fonctionnelles influence-t-elle la difficulté de modification du code et la compréhension du code source.
Donc ça va être notre première problématique. Notre deuxième, c'est là parce que il y a, tout le monde dit que utiliser des fonctions, des functional constructs, ça rend un code plus rapide et plus performant. Donc la deuxième problématique était d'essayer de voir est-ce que c'est vraiment vrai si nous on le teste pas. Donc et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, les deux problématiques, c'est un, c'était un papier, les deux papiers ont été publiés cette année, c'est mes papiers. Un que c'était à ICSI cette année, l'autre c'était à Sarner. Le premier, c'est A Study of on the Pythonic Functional Construct Understandability. Et là, on veut savoir si les développeurs comprennent réellement, pas comprennent, c'est quand même, non, parce que ça reste des développeurs pareils, là, mais c'est plus, est-ce qu'ils ont plus de facilité avec un ou l'autre? L'autre papier, c'est vraiment une list comprehension versus genre, la version procédurale versus la version fonctionnelle pour voir réellement qui est plus rapide. Bon, on commence avec le premier. Déjà, pourquoi on a décidé de faire ça? L'idée nous est venue de où? On avait un autre papier où on a essayé de traquer les défauts dans des projets Git tout le long de leur commit. Ça veut dire qu'on avait téléchargé 200 projets, on a traqué tous les défauts, et là, on s'est rendu compte que plusieurs défauts sont liés au functional construct. Ça, c'était un autre papier qu'on avait publié. Et là, bah, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas aller investiguer pour voir est-ce que c'est un problème de codage, un problème de compréhension, est-ce que c'est vraiment le manque d'expérience? Donc, c'était ça qui nous a inspiré à faire ce papier-là. Oui. Défaut, c'est en général défaut de paramètres, ils ont mal compris, mal passé des paramètres, parce que des fois, on les voit réellement. Genre, mettons, il a utilisé, je dis n'importe quoi, reduce, mais après, il a inversé les trucs, donc il s'est rendu compte que c'est pas bon, il refait. Ou il a oublié un truc et il refait. Donc, c'est plus dans ce genre-là. Il y a deux papiers que je pourrais te donner après, que ça explique vraiment tout le tracking de comment on a fait et comment ça a été. Pour moi, on a décidé de ça comme vote parce qu'il retournait et changeait d'année. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé que c'est le même vote. Et donc, de codage, peut-être. Et en tout cas, quand on regardait le message qu'on produit, ça disait que fixe par rapport à lambda ou fixe par rapport à tel. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le lien, que c'est vraiment lié à ça. Donc, on a utilisé Prolific. Prolific, vu que ça nous donne une plateforme où on peut avoir assez de participants, on peut les payer, ils peuvent rester à minimum. Pas besoin d'avoir collecté leurs données personnelles. Aussi, on peut avoir des développeurs, vu qu'on peut mettre toutes les exigences qu'on veut, si on veut qu'ils soient dans le domaine informatique, qu'il ait une expérience en Python ou dans d'autres langages de programmation. Et on peut aussi genre, valider manuellement les réponses avant de les payer. Donc, c'était pour ça le choix vraiment de Prolific. Bon, bon. Ce genre d'expérience actuelle, ça coûte vraiment beaucoup cher, à mon avis, hein, parce que finalement, on a sélectionné 230 candidats, qu'on a juste pris 209. On n'a pas pu. Pourquoi 209? Parce que déjà, 209, on est arrivé à $5 000. Et, non, donc, c'est ça. Et c'était plus des personnes qui ont, comme j'ai dit, études universitaires ou collégiales. Vers la fin, on a pris aussi collégiales, s'ils avaient 2, 3 ans d'expérience en Python. Mais de toute façon, il fallait qu'ils fournissent au moins une bonne réponse, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et qu'ils ont au moins, ils connaissent en connaissance de au moins les concepts qu'on veut étudier, qui sont lambda, MapReduce et Discoverage. Donc, des 209 développeurs, 25%, ils ont déclaré qu'ils connaissaient plus ou moins Lambda. Ça, c'est vraiment des statistiques qu'on a fait au début, avant qu'ils commencent les questionnaires, pour avoir une idée un peu plus
clair de c'est quoi l'échantillon que nous avons pu avoir, c'est quoi les participants, c'est quoi leur plus ou moins background par rapport aux connaissances pour Functional Construct. Bon. Et là, c'est le contexte de l'étude. Bon, le code qu'on a utilisé dans l'expérience, c'est vraiment du code extrait des projets qu'on avait téléchargé pour l'autre papier. Et donc, on a juste sélectionné 10 lambda, 10 types comprehension, mais avec des complexités différentes pour un peu varier. Et map filter reduce, quelques exemples ici. À chaque fois, on allait prendre la version lambda, mais on allait faire l'équivalent en procédural, comme ça on pouvait après comparer. De toute façon, c'est un peu plus tard. Donc, les trois questions de recherche à quoi on veut répondre dans ce papier, c'est quelle est la difficulté de modifier des extraits de code reposant sur les functional constructs par rapport à leur alternative procédurale? Dans quelle mesure les constructions fonctionnelles influencent-elles la compréhension aperçue du code source? Et pour finir, pourquoi les développeurs utilisent des constructions fonctionnelles et dans quel scénario? Donc, c'est ça les trois trucs qu'on voulait savoir. Bon, pour répondre à la première question, ce qu'on a fait, c'est que, comme ici vous voyez, on a List Comprehension et on a son alternative procédurale. On a donné à... Ça veut dire que, mettons, un questionnaire va contenir ça, un autre va contenir ça, mais on va avoir le même nombre de répétitions. Donc, du coup, après, on va comparer si c'est pour avoir, genre, pour être équitable par rapport aux deux et avoir on dit ça là, une représentation de qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas par rapport à tout ça. Et ce qu'on a vu, c'est que pour comprehension, les réponses correctes étaient plus faibles que la partie procédurale. Mais ce qui nous a vraiment genre, surpris, c'est de voir que Lambda était comme plus simple à corriger les erreurs quand la complexité était plus élevée. Donc ça, on n'avait pas trop compris pourquoi, mais on s'est dit peut-être que c'est plus l'expérience. Mais on a plus d'erreurs dans des lambdas avec une complexité faible que des lambdas avec une complexité élevée. Voilà, c'est des études empiriques, donc on observe. Donc on n'est pas obligé de forcer. Bon, en tout cas. Après ça, pour la deuxième question, ce qu'on a fait, c'est on a donné les deux, procédural et fonctionnel, et on leur a demandé qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? Est-ce que c'est pour vous les deux codes sont pareils? Et donc, du coup, là, pour voir leur retour par rapport à ça, mais il faut savoir juste un petit détail en haut, c'est que là, c'est des questions de codage, hein. C'est qu'après, on va valider si le résultat est faux ou pas pour qu'on prenne pour nous. Parce que s'il dit oui, pour moi, je comprends mieux lambda, mais c'est juste pour garantir que oui, réellement, il comprend, même s'il le dit. Parce qu'on a eu beaucoup de cas où ils disent oui, j'ai utilisé ça pendant 3 ans, mais après, toutes les réponses sont fausses. Donc, ça n'a pas de. Ouais, là. Oui. Quand ils appliquaient la modification, est-ce que c'était c'était quoi l'environnement? Est-ce que c'était sans aide ou dans un fichier comme ça? Ou est-ce qu'il y avait J'ai pas compris. Je sens que tu dois en répondre. Dans la question, c'est veuillez modifier, mais vous leur demandez vraiment de modifier le code? Oui, Qu'est-ce que c'est vraiment un Google Form. Ils écrivent dedans, mais on leur mentionne parce que Google Form, vu que c'est le moyen le plus simple, vu qu'ils ne gardent pas hein? Non, la tabulation, vu que c'est en Python, on leur demande de faire un copy-paste, comme ça on garde le format. Avec eux, vous pouvez utiliser Oui. leurs propres outils. Oui. Donc, après ici, on leur a donné les deux codes. Et là, comme j'ai dit, ils doivent genre sélectionner est-ce que le premier code est nettement plus facile, le deuxième, où il n'y a pas de différence en termes de compréhension. Donc ici, pour vraiment voir c'est quoi qu'ils comprennent le mieux. Mhm. Et bon, ici, on voit que, en général, tout ce qui est fonctionnel est vraiment perçu plus difficile que procédural. Mais je pense vraiment par rapport plus à notre background académique où on apprend plus à coder du procédural que du fonctionnel, je pense, hein. Mon avis, mais après. Bon. Par la suite, on leur a demandé pourquoi vous utilisez fonctionnel.
pourquoi vous n'utilisez pas du procédural, vice-versa, les deux, pourquoi vous utilisez ça et pourquoi? C'est les deux questions qu'on a posées. Et de l'autre sens, pourquoi vous utilisez procédural et pourquoi? Et donc, et c'est ça ce qu'on a eu. Donc, en général, c'est les codes couleurs. Donc, bleu, c'est lambda, compression, c'est en rouge. Ma fille, les deux sont mis ensemble. Et procédural, c'est le violet. Donc, si on regarde, c'est en général, c'est plus coding time pour eux. Readability, ils disent que c'est plus beau aussi, fonctionnel, plus compréhensible pour eux. Et aussi la performance. Puis après, on va voir qu'est-ce qu'on a trouvé pour la performance pour nous. Donc ici, c'est ça, la taille aussi du code. Donc si on écrit en fonctionnel, la taille va beaucoup se réduire par rapport à des boucles imbriquées, c'est juste deux lignes et ça passe. Et quoi d'autre? Et sinon, le seul problème qu'ils trouvent avec le fonctionnel, c'est vraiment plus difficile à déboguer que du procédural. Déboguer une list comprehension par rapport à une boucle folle, c'est ça. Les points positifs et négatifs par rapport à cette expérience. Point positif, c'est on a une qualité de réponse, plus ou moins, vu qu'on peut un peu contrôler c'est quoi la population qu'on a, qui va participer et autres. Négatif, vraiment, c'est le coût de l'expérience. Mais ce qui est maintenant un problème, et je ne sais pas si on pourra encore utiliser Prolific, en ce moment, on a une autre étude empirique qu'on est en train de faire et on se rend compte que tout le monde utilise ChatGPT. Tout le monde. Tout le monde utilise ChatGPT pour les réponses. On a dû même arrêter une expérience parce que on les payait pour rien. C'était juste du ChatGPT partout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour cette étude. Donc, à voir après, mais c'est ça, ce genre d'études en ce moment, ça devient de plus en plus dur, surtout avec cet aspect-là. Comment est-ce que vous avez détecté? Ben, ça se voit, hein, parce que eux, ils font même pas d'efforts, ils laissent ces commentaires qui sont automatiquement générés. C'est pas grave, même s'ils trichaient, mais plus intelligemment, ça peut passer, mais là, c'est trop flagrant. Même si on avait bien mentionné que si tu utilises ChatGPT, tu ne vas pas être payé. Mais à un certain moment, on avait comme testé. À chaque fois, on fait des tests. Donc, on roule sur 5 participants. Et là, on a 4 qui ont utilisé ChatGPT. C'est une perte de temps. Donc, on va essayer de trouver une autre façon de faire le truc. Oui. Ben, on voit le serveur un peu. Hein? Ah. Totalement d'accord avec ça, mais en plus, le dire, c'est que dans le permis d'éthique, pour faire une expérience en vrai, c'est plus difficile que de demander un permis d'éthique en ligne pour faire des expériences. Soit permis d'éthique. Donc, si tu as envie, c'est vraiment plus simple. Ici, je n'ai pas encore osé demander à faire ça plus en présentiel. Mais à voir. Je pense que si à un certain moment, je n'ai pas le choix, on n'a pas le choix. Oui. Si on fait des expériences dans un laboratoire, vous pouvez contrôler. Ça serait idéalement. Oui, mais il faut que, mettons, je sais qu'à Paris, ça ne se fait pas, mais mettons, idéalement, ça serait, mettons, de prendre, parce on peut prendre ceux de la dernière année et ceux qui sont volontaires, les payer et faire l'expérience. Ça a quand même beaucoup de sens, mais tu ne sais pas faire, c'est plus administratif que faisabilité, genre, c'est vraiment l'administration que ça bloque. On s'est dit, peut-être on va faire ça en Italie, vu qu'il y a moins de contraintes par rapport à ça. Genre, Bien écrit sur le développement du parchemin. oh, moi, j'aurais pensé, mettons, pourquoi ne pas un prof utiliserait ses étudiants comme un examen ou un test pour faire ça, mais apparemment, l'idée est bonne, mais la faire, c'est pas évident. Mais après, bon. On trouvera sûrement, hein. Je compte pas quitter mon monde empirique. Donc, là, on y va à list comprehension versus NURP. Donc, tout le monde, tout le monde. Il y avait un autre papier, mais j'aurais dû le mettre ici, qui parlait de performance, que disait la fonction,
En général, tout ce qui est fonctionnel est plus rapide. Donc, on s'est dit, bon, on a les projets qui sont là, on va essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon? Ça, c'est vraiment une expérience étude de cas. Donc, c'est vraiment, on a téléchargé les projets de GitHub, de Git, et voilà, on continue après. Donc, ça, c'est vraiment plus visuel qu'autre chose. Donc, si on demande le code utilisant list comprehension s'exécute-t-il plus rapidement que son équivalent avec le boucle for? Et la deuxième, transformer des boucles for en list comprehension permet-il d'accélérer les projets temps réel? On a utilisé l'AST, donc l'AST pour décortiquer les nœuds, pour pouvoir, parce qu'on avait fait des règles de transformation, pour pouvoir aller du for à list comprehension. Donc, on utilisait la fonction walk pour faire ça. Donc, ici, j'ai mis deux exemples comme ça. Vous savez, ça ressemble plus ou moins à quoi? Donc, en fait, c'est vraiment les nœuds où on peut aller chercher les attributs s'il y a des ifs pour pouvoir faire les transformations plus tard. Bon, ça, c'est les transformations. On n'a pas pu couvrir toutes les transformations. On a juste fait 5 transformations, donc une boucle for simple, une boucle for avec un bloc if à l'intérieur, une boucle, voilà, une boucle avec une variable intermédiaire et une boucle imbriquée simple. Mhm. Bon, là, pour ça, on a fait deux expériences. On a fait la synthétique, on a pris juste boucle, nous, on a écrit le code, une boucle for sans boucle for, une list comprehension, on a roulé ça 100 000 fois, et on a pris les 5 règles, donc 5 exemples, et on a roulé ça plusieurs fois, et on a vu est-ce que ça changeait ou pas. Ça, c'est synthétiquement. Donc, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais après, peut-être que dans d'autres projets avec plus de calculs, ça a un impact, mais pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. Donc, la seule différence, c'est vraiment quand c'est des boucles imbriquées, donc quand la complexité est plus importante. C'est là où on commence à avoir une différence de temps. Voilà, parce qu'on a exécuté, on a calculé le temps. Voilà. Non, non, ça c'est pas du système, ça c'est juste l'exemple de la fonction. Genre, ça c'est vraiment le synthétique, c'est pas. On arrive au système, juste après. Bon, Attends, le deux, c'est ça, quoi? le quatrième, Time Performance of Code, ça, c'est les 4 exemples différents, ou 5 exemples. Oui, ça c'est des 5 exemples, c'est du code synthétique qu'on a écrit juste roulé 100 000 fois, avec les 5 grèves que nous avons. Rien de. Le bleu, c'est. Bleu, normalement, c'est avant la transformation, donc le haut. Le rouge, c'est celui avec les comprehension, donc après transformation Parce que fonctionnelle. le quatrième, il commence à y avoir des différences. Le cinquième, il y a certainement des différences. Oui, mais c'est des différences de, si je pense, c'est en second, mais non, c'est pas si pertinent que ça. Le cinquième, c'est du simple double. Ça, c'est les imbriqués. Oui, mais en double, ouais, on peut dire. Mais c'était pas très concluant. Genre, c'est ça ce qu'on avait dit. C'était plus, est-ce que ça vaut la peine? Quoi? J'ai les yeux de 73. C'est pas de souci. Pas de souci. Lunettes non-obstant. Ok. Ouais. Default transformation, c'est-à-dire Avant, ça veut dire pour. les boucles normales. Oui. Donc, les boucles normales prennent plus de temps Oui. avec this comprehension. Oui. 2 fois plus. Oui, on va dire 2 fois plus, il n'y a pas de souci. 2 fois Non, plus. Dans un cas. Donc, après, on va expérience projet réel. Et là, c'est un autre problème. C'est que nous, à la base, on avait 200 projets, les mêmes projets qu'on avait utilisés pour les préétudes. On essaie de faire du recyclage. Donc, les projets, le problème, c'est qu'il fallait trouver des projets où on a des cas de test PyTest pour pouvoir exécuter le projet, parce qu'on n'a pas une autre façon de le rouler. Et en l'exécutant, il faut que ces tests-là couvrent des boucles folles pour que ça ait du sens. Parce que si ça ne couvre pas des boucles folles, ce n'est pas intéressant du coup. Et et qu'on arrive à installer les dépendances du projet pour pouvoir le rouler. Et au moins, on a un des tests qui passe et qui couvre des boucles folles. Des 200, on n'a pu avoir que un. Donc, on arrivait à exécuter et à tester. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, si juste c'est un graphe pour montrer, mettons ici, on a exemple
TLS Python. Dedans, il y a 201 fichiers Python. Dans ces fichiers-là, il y a 73 qui contiennent des lots. Ça, ce qu'on cherchait. Après, on a eu au total 307 lots. Et donc, du coup, il y a juste 48 candidats par rapport à nos règles. Et on a pu transformer que 29 nos règles. Bon, parce qu'il y a des... Ça, c'est des transformations. Oui, 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 sinon on ne pouvait pas faire ça manuellement. C'est vraiment par rapport aux règles que j'ai présentées au début. Donc, il faut compter qu'à la base, le projet comptait 41 list comprehension avant transformation et que le total des tests passés, c'est 1207. Ok. Et donc, ça, c'est la liste des 11. Il y en a qu'on n'a même pas pu transformer un seul, comme ici. Et lui, finalement, ça a été diminué. On n'était pas capable de transformer les bouts qu'il y avait et c'est ça. C'est-à-dire qu'on les transformer, Oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une transformation, on lance le code pour être sûr. On l'exécute pour être sûr que c'est bon, ça n'a pas généré et on continue. C'est comme ça que ça a été fait. Oui. Accélération. Temps d'exécution, pas accélération. Oui. Ah oui, c'est juste que... Non, non, accélérer, ça veut dire... Normalement, j'ai mal traduit. Accélérer, ça veut dire, long terme, est-ce qu'on gagne du temps ou pas? Est-ce que le temps d'exécution est plus rapide ou pas? Hein? Non, mais on n'a pas... Là, on n'est pas encore arrivé. Là, on parle juste de comment on a transformé. Bon, c'est ça le temps d'exécution que vous m'avez demandé, ça va. Donc, et même là, il y en a, c'est des différences, mais je ne la vois pas. Il y en a qu'il y a vraiment une différence, mais c'est vraiment pas assez pertinent par rapport à notre étude où on voit que ça déclenche vraiment beaucoup d'erreurs, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Donc ici, c'est vraiment pour dire, codez de la façon où vous êtes plus à l'aise. Par rapport à, je parle de, par rapport à des projets qu'on a trouvés à Git ou dans Git. Je ne parle pas peut-être des projets de calcul, je ne pourrais pas me prononcer dessus, je ne sais pas. Mais je parle par rapport à des projets qu'on a trouvés sur Git. Peut-être la conclusion de tout ça, c'est essayer de coder dans la façon où on est plus à l'aise, où on peut que de rendre ça plus profond. Et juste pour savoir si je l'ai bien compris. Oui. Donc, quand on est en bas du 1, ça veut dire que c'est plus lent. Donc, si on en a parlé pour la semaine que ça a rendu les choses plus lentes. Oui. Ça, c'est plus lent, mais moi, c'est plus ça que je regarde de produit. Ici, on voit vraiment la différence entre les deux. Et c'est vraiment Jasmin et SSLab. Mais ça reste, ça, c'est en secondes. Hein, et ça reste 40 secondes de différence. Je ne sais pas, est-ce que 40 secondes, c'est. L'itération, c'est 32 ans. Je ne sais pas, est-ce que c'est pertinent ou pas. Genre, ça, je ne pense pas que c'est beaucoup. Oui. Oui, question. Oui. Vous avez dit que vous avez roulé l'expérience sur combien? 11 projets? 11, oui. 11 projets. Mais il y en avait deux qu'on a exclus. D'accord. Et pour mesurer ici la vitesse, vous avez, en fait, c'était quoi la charge? C'est-à-dire, On exécute et on calcule le temps. vous exécutez en chargeant combien de données ici? Je ne sais pas, moi, si j'insère, je sais pas, si je discute sur une liste de 10, ça donne quelque chose. Mais si j'injecte 1 million d'enregistrements, je pense que ça va donner un peu. Je veux savoir Je n'ai pas compris quand vous dites enregistrement. la charge, c'est-à-dire de données qui ont été. Nous, on exécute les cas de test du projet. L'état de gestion. On n'exécute pas le projet en lui-même, on ne peut pas, c'est vraiment les cas, genre les tests. C'est pour ça qu'on a dit au début qu'il fallait que ça contienne des tests avec des tests. Et c'est cela qu'on exécute et c'est cela le temps qu'on calcule. Donc, vous voulez la pile de tests qui oui. Et la pile de tests, si elle utilise des données qui sont minimales. Je ne sais pas si on peut tirer des conclusions par rapport à ça.
On n'a pas, ben, c'est ça, nous, on a essayé. Genre, peut-être qu'on peut faire mieux, sûrement. On peut toujours faire mieux, mais à date, c'est parce qu'on avait des projets, on s'est dit pourquoi ne pas tester. C'est plus ça. Oui. Si je fais une question, on va sur le travail prochain, on a 40 secondes d'amélioration de l'électeur. Oui. Et c'est par rapport à combien de temps sur l'original, sur l'original, par exemple, sur un projet, par exemple, dire que c'est limité sur le Ça, c'est la moyenne, hein, mais c'est comme sur 32 fois exécution, ça, on a calculé la moyenne de ces 32 exécutions. Donc, c'est pas, je sais pas, peut-être que j'ai mal compris ta question. Par rapport au temps, par exemple, si jamais c'est un projet où pour lancer le tourner, c'est 10 minutes, 40 secondes, mais ça fait déjà. Si c'est un projet qui se pense qui dure au total 40 secondes, 40 secondes, c'est beaucoup par rapport à Bon, bon point, mais je sais pas, là, dans ma tête, j'ai pas l'information. Bon. Mais je vais vérifier. Mais normalement, oui, sûrement qu'on a vérifié un truc comme ça, parce que sinon, les viewers n'auront plus. Mais je vais vérifier. Mais je vais vérifier, je te reviens. OK? Bon. Après, les points forts et points faibles de tout ça. Bon, c'est sûr que par rapport à nous, ça coûte rien du tout, à part notre temps. Mais sinon, on n'est pas dépendant des participants, donc on peut faire ce qu'on veut finalement. Le défaut, bah, le problème, c'est que des fois, c'est difficile d'installer, parce qu'on veut rester fidèle au, aux requirements du projet. Donc, à chaque fois, on utilisait la version de Python qu'ils utilisaient, plus installer toutes les bibliothèques. Des fois, il y avait aussi des API extérieures, donc exécuter, ça ne rendait pas le même temps, donc on était obligé de les exclure parce que ce n'est pas représentatif. Euh, et tout. Donc ça fait la conclusion de ça. J'espère que ça a été intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelques questions, mais je veux dire, je demande à l'agent de ah, je me demande les enfants. Euh, Oui. je me demande. Donc, d'abord, l'histoire de familiarité des gens avec les constructions. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on commence d'abord par enseigner le langage procédurier? Oui, c'est ça ce que j'avais dit tout à l'heure. Je pense que c'était plus là que j'ai dit, mais j'ai dit, mais je pense que c'est parce qu'on apprend à l'école plus d'une façon procédurale, l'algorithmique qu'on apprend, c'est vraiment très procédural. Donc, je pense que c'est ça. Mais après, je pense qu'aussi, il y a plusieurs développeurs à force de coder, parce que nous, on ne peut pas se dire développeur, hein. Vraiment pas, loin de là. Donc, ils développent une certaine technique. Mais je ne pense pas qu'une personne qui vient de graduer ait les mêmes compétences par rapport à tout ce qui est fonctionnel. Moi, j'aime dire que le seul cours que j'ai échoué dans mon école d'ingénieur, c'était le cours d'informatique. Ouais. Ce que mes étudiants dans la table de papier, qui aussi certains me connaissent. Parce que je viens d'un background de maths. Et vraiment passer du paradigme équation au paradigme étape par étape, j'ai eu du mal. Et bon, je suis assez vieux pour avoir été témoin ou partie prenante à plein de discussions. C'est quoi le premier langage de programmation? Au département, c'est un débat qui revient tous les 4-5 ans. Et, mais par exemple, MIT, pendant que tout le monde allait dans les langages orientés objets, dans le temps, je ne sais pas où les qu'ils sont rendus aujourd'hui, mais il enseignait Scheme, qui est un langage fonctionnel à base de Lisp. Oui. J'ai un livre même dans mon bureau, livre de la production. Et donc, c'est ça. Donc, je me dis, ça pourrait être. Est-ce qu'il y a d'autres questions que ma deuxième question qui sont. Ah, maintenant, on s'oriente vers le MVP. Plus le code généré, Python toujours, mais généré par tout ce qui est
ChatGPT, on aurait pas le choix, hein? Pas le choix. Ok, deuxième chose que je vais dire, là, je regarde, euh, je viens de demander à Jean de m'expliquer c'est quoi les risques comprehension, mais je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Pour les lambda, pour les expressions lambda, parce que bon, je me dis que peut-être, en fait, peut-être qu'on aurait pu deviner d'avance que ça n'allait pas changer au niveau de la performance. Ah, j'ai pas testé au niveau. Parce que si on comprend le mécanisme du langage qu'ils utilisent pour justement traduire des lambda expressions en whatever it is. Tu sais, j'essaie d'imaginer que lambda expression, c'est une fonction anonyme. Le compilateur génère une fonction anonyme. Après, dans la fonction anonyme, il y a probablement une boucle. Et puis après, le compilateur fait du inlining, donc il se débarrasse d'un peu de la fonction. Donc finalement, ça revient à la boucle. Plutôt, il bosse avec une VM, avec une code intermédiaire. C'est pas exactement comme ça. Non. Donc, les Python, c'est de la chiffre. Oui. Tout langage qui a été construit par un gars ou une fille en une fin de semaine, c'est parce qu'on ne peut pas être brillant à ce point-là pour recevoir un bon langage comme oui. Donc, c'est pour ça que je me dis, si on cherchait à comprendre comment ces constructions-là sont implémentées au niveau des interpréteurs, ça pourrait être comme une étude complémentaire pour dire, c'est pour cette version particulière de Python, c'est comme ça qu'ils implémentent les lambda functions, et c'est pas surprenant. Oui, sûrement. C'est pas dans mes projets, mais oui. Sûrement. Non, pas le pense. Oui. Oui. Bonjour. Un commentaire, je voudrais revenir sur ce que vous avez discuté sur le fait que les programmeurs pouvaient déclarer, en fait, comprendre une manière de formuler la commande plus facilement, peut-être que l'autre manière. Donc, sur le pourquoi de ça. Et juste peut-être pour signaler que le code comprehension partage au cognitif des aspects liés au langage naturel, au langage qu'on utilise pour se parler entre nous, le langage des termes, des termes, la syntaxe et la sémantique. Okay? Il y a un papier dans les jeux qui est sorti récemment, qui, c'est dans les jeux, ça a fait fureur, pour moi, c'était presque une évidence, et qui disait justement que neurologiquement, les codeurs comprenaient la syntaxe et la sémantique et étaient capables de trouver des erreurs, en tout cas. Où je vais en venir, c'est que quand on évoque, comme Raphaël a mentionné, des questions comme comment faut-il enseigner la programmation, notamment quel langage doit introduire en premier dans la formation initiale en informatique. C'est toutes des questions qui peuvent être nourries ou répondues notamment en partie par ce qui se passe dans le tête de votre enfant. Et où je m'en vais, c'est moi, j'aimerais ça réinvestir ou proposerais de réinvestir cette étude-là qui est donnée, ou en tout cas les projets qui ont été extraits, et de finalement retourner auprès de codeurs et leur demander de parler à vos membres qui font ce que vous leur demandez de faire, les transformations, tout ça, pour avoir des informations sur comment les codeurs en fait créent des informations. Est-ce que tu peux te présenter? Tu fais ça mieux que moi, Abel. Je ne te connais pas. Mon ami Julien est en neuropsychoéducation. L'éducation. En éducation. Le combat, je te le vois.
Donc oui. C'est un domaine qui m'a toujours beaucoup trop intéressé, mais j'ai pas eu le temps encore d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Oui. Et il y a un labo C'est- avec des casques et des machins. Il regarde ce qui se passe dans la tête. Moi, je ne supporte pas quand même les casques. Mais c'est vrai, si vous dites ça avance qui s'enfuit, on devrait. Oui, complètement d'accord. En fait, peut-être que l'essentiel dans mon commentaire, c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur comment on traite le langage qu'on utilise. Français, l'anglais, peu importe la langue, pour se parler. Et il y a des principes qui s'appliquent au langage de programmation. Donc, mon commentaire, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à aller chercher à travers le matériel qu'il y a dans vos études et comment vous allez l'utiliser à certains égards. Oui, bonne idée. 20 000 piastres par étude, je peux pas empêcher de le dire. Pour moi, ça commence Mais, à 400 000 piastres, ça commence à oui, mais parce que nous, Je connais un papier qui en bas de 50 60 000. le problème pour eux, ils trouvent que c'est beaucoup et à chaque fois, on doit justifier. Nous, on est en bas de l'échelle alimentaire, hein. On subit plus que c'est pas nous. Donc,